Et si demain, les pays n'existaient plus? Terminer cette carte du monde, terminer les frontières, les États, les présidents. Et si les États-nations, ces piliers de l'organisation politique moderne, cessaient d'exister non pas sous l'effet d'une guerre ou d'un effondrement brutal, mais par une dissolution méthodique orchestrée par les forces mêmes qui autrefois prospéraient en leur sein. Et depuis son investiture, Donald Trump a signé un décret visant à retirer les États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le CDH. Et si au lieu de 200 pays aux frontières bien définies, nous vivions dans un monde morcelé en milliers de micro-juridictions privées, chacune régie non plus par des lois communes, mais par les intérêts d'une poignée de grandes fortunes et d'entreprises multinationales. Ce scénario n'est pas une pure fiction, mais bien une vision du monde portée par une frange influente de penseurs libertariens, investisseurs et entrepreneurs de la Silicon Valley. Des figures comme Peter Thiel, cofondateur de PayPal et idéologue du techno-libertarianisme, considèrent que les États-nations, avec leurs institutions démocratiques et leurs régulations, sont des entraves à l'innovation et à la liberté économique. Selon eux, la souveraineté ne devrait plus être une donnée politique collective, mais une variable économique que l'on peut acheter, vendre ou redessiner au gré des intérêts privés. Cette vision s'inscrit dans une stratégie bien définie. Fragmenter le pouvoir étatique en multipliant les zones d'exception, ces territoires où les lois sont allégées, où l'impôt est réduit à néant et où les entreprises peuvent opérer sans contrainte démocratique. Dans Le capitalisme de l'apocalypse, le chercheur Quinn Slobodian analyse comment cette idéologie s'est développée depuis l'héritage intellectuel de Milton Friedman et l'expérience de Hong Kong jusqu'au projet de cités flottantes et de paradis fiscaux sur mesure. Il montre que cette dynamique ne relève pas d'un fantasme de milliardaires isolés, mais d'une tendance lourde du capitalisme contemporain, encouragée par des États eux-mêmes séduits par les promesses de croissance économique et de captation d'investissement. L'auteur met en lumière les liens entre ces enclaves économiques et un projet politique bien plus vaste. Celui d'un monde où la démocratie ne serait plus qu'un vestige du passé, remplacé par une gouvernance privée, contractuelle et concurrentielle. En s'appuyant sur des études de cas précis, il montre comment cette évolution est déjà en cours et interroge: sommes-nous face à un nouveau stade du capitalisme ou à un véritable projet de destruction des institutions démocratiques? Pour répondre à cette question, je reçois aujourd'hui Quinn Slobodian sur le plateau de Blast, traduit en direct par l'interprète Michel Zlotowski. Quinn Slobodian, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire du néolibéralisme, professeur d'histoire globale à l'université de Boston. Vous avez notamment publié Les globalistes, une histoire intellectuelle du néolibéralisme en 2022. Et aujourd'hui, vous venez de publier ce livre en France, qui a été traduit, Le capitalisme de l'apocalypse, ou Le rêve d'un monde sans démocratie, aux éditions du Seuil. Alors quand on pense à l'organisation du monde, on pense à une carte avec les environ 200 États-nations. Vous expliquez que le capitalisme ne cherche plus à s'étendre via les États, mais à les contourner et à les affaiblir. Vous montrez comment les zones économiques spéciales, paradis fiscaux et enclaves privées servent d'outils politiques aux élites économiques pour gouverner, sans rendre de compte aux citoyens. Ce que vous dites, c'est que le capitalisme perce des trous dans l'État-nation en créant des zones d'exception, avec des lois différentes des lois qui existent pour les autres citoyens, sans contrôle démocratique. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à l'économie avec cet angle, avec cette perspective-là? L'origine du livre, c'est en 2016, après l'élection, la première élection de Trump, le Brexit et la montée des partis d'extrême droite en Europe. Il y a eu un narratif après une ère de mondialisation qui revenait à une ère de nationalisme. Cette histoire de l'extrême droite qui se protège, qui
construit des murs contre le monde entier. Eh bien, la plupart de ces partis d'extrême droite, en fait, ils allaient vers la globalisation. Ils comprenaient, en fait, quelle était la course vers les marchés très concurrentiels. Et on voit certains de ces dirigeants d'extrême droite créer des zones telles que celle-là dans leur propre pays. Meloni créait des zones dans son pays. Le Parti conservateur faisait la réalisation de son rêve en transformant le Royaume-Uni en entier en tant que zone spéciale. Donc je cherchais quel était le concept politique qui pourrait nous faire sortir de ce monde binaire, ou globalisant, globalisateur, ou nationaliste. Est-ce que c'était un retour vers le 19e siècle? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus futuriste? Une forme plus bizarre du capitalisme, avec plus vers l'extrême droite que ce qu'on avait vu précédemment. Donc, le premier but du livre était de présenter aux lecteurs moyens cette carte alternative du monde, à laquelle on ne pense pas, un monde où il y a plus de 5000, près de 6000 de ces petites juridictions qui ont été créées à l'intérieur des nations, avec leurs propres lois, leurs propres règlements, leurs propres impôts, pour attirer des investisseurs mobiles, pour qu'ils viennent et qu'ils mettent leurs usines ici plutôt que là-bas, qu'ils investissent ici plutôt qu'ailleurs, montrer qu'en fait le monde, la politique mondiale, était souscrite par un monde économique, par une autre cartographie qui souvent est sur la route des mouvements populaires et qui cherche à relier le capitalisme à l'intérieur de frontières qui sont d'ordinaire invisibles. Ce que vous montrez dans ce livre, c'est vraiment la complexité de la situation. C'est justement le fait qu'on ne peut pas faire de parallèle extrêmement simple avec les années 30, par exemple, parce que le monde a changé, parce qu'il y a l'existence de ces zones. Vous mettez en lumière les contradictions de l'extrême droite, notamment, qui dit être nationaliste et qui, en réalité, détruit complètement l'État-nation. En tout cas, c'est ça que vous soulignez. En décrivant ces zones spéciales que vous avez commencé à mentionner, qui sont créées même par certains gouvernements d'extrême droite, avant qu'on aille plus loin dans le développement de votre pensée, est-ce qu'on peut définir ce que sont ces zones? J'ai commencé à mentionner des paradis fiscaux, des enclaves privées. De quoi on parle aujourd'hui quand on parle de ce qui perfore l'État-nation? Le livre débute à Hong Kong et se débute par deux personnes qui tombent amoureuses de Hong Kong en même temps. L'une d'entre elles, c'est Deng Xiaoping, le dirigeant chinois, qui utilise le modèle de Hong Kong à l'époque, qui est un petit espace isolé, et a importé cet espace à l'intérieur de la Chine. Et à l'intérieur de ces petits espaces, il introduit la propriété privée, le marché du travail, les propriétaires étrangers, et ouvre la Chine au monde capitaliste, zone par zone par zone. Il crée cette galaxie des petits Hong Kong à l'intérieur de la Chine. Et c'est la façon dont la Chine monte au cours des dernières décennies. Et quelqu'un d'autre est tombé amoureux de Hong Kong. Cette personne, c'est Milton Friedman, un des intellectuels néolibéraux les plus célèbres. Ce qu'il aime pour Hong Kong, c'est qu'il évite tous les problèmes du gouvernement postcolonial, qui veut le contrôle de ses propres ressources, qui veut une autonomie économique, qui ira de pair avec une autonomie politique. This thriving, bustling, dynamic city has been made possible by the free market, indeed the freest market in the world. The free market enables people to go into any industry they want, to trade with whomever they want, to buy in the cheapest market around the world, to sell in the dearest market around the world. But, most important of all, if they fail, they bear the cost. If they succeed, they get the benefit. This miracle hasn't been achieved by government action, by someone sitting in one of those tall buildings telling people what to do. It's been achieved by allowing the market to work. Hong Kong est encore une colonie à l'époque, et c'est dirigé plutôt comme une entreprise plutôt que comme un État, à la recherche de nouveaux marchés, se transformant selon les besoins de l'économie mondiale. Et la question pour Milton Friedman, c'était comment est-ce qu'on peut exporter ce modèle qui semble très très ancien, quelque chose du 19e siècle, et pourtant qui ressemble par exemple à un outil pour le capitalisme du XXIe siècle. Donc ça s'appelle différemment, ça s'appelle des zones
d'exportation, ça s'appelle des parcs industriels, ça peut être aussi petit qu'un entrepôt ou aussi grand qu'une ville entière privée. Ce sont des choses qui sont conçues, théorisées et mises en place dans les années 80-90 comme une manière de, si vous voulez, de contourner la démocratie. Une façon d'y réfléchir à ce projet que je mets dans ce livre, c'est que c'est une transformation des projets néolibéraux d'un moment initial à un moment plus tardif. Je définis le néolibéralisme comme la protection du capitalisme de la démocratie. Et dans le livre précédent, les globalistes, j'ai montré comment les institutions étaient au-dessus des États pour pouvoir contenir les États-nations, les conserver sur le chemin de la libre entreprise, de la propriété du capital. Je décris des organismes comme l'OMC, l'Union européenne, etc. Dans ce livre, finalement, ce que vous montrez et ce que vous venez d'expliquer, c'est que c'est récent. C'est depuis les années 80-90 que vraiment on commence à avoir ce type de capitalisme-là, ce type d'orientation du néolibéralisme. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Qui voudrait faire ça ? Alors, vous montrez que c'est porté, en gros, par une alliance entre des investisseurs privés, des élites économiques et des États, ensemble, qui voient un levier pour attirer les capitaux, ce que vous venez de décrire, tout en affaiblissant les régulations nationales. Et vous citez une scène qui est un peu marquante dans le livre, c'est Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui considère que liberté et démocratie ne sont pas compatibles. Donc lui, vraiment, il milite officiellement pour un monde qui serait fragmenté en milliers de micro-juridictions où toutes les entreprises pourraient fixer leurs propres règles. Et en 2009, il donne un discours où il parle d'un monde aux 1000 nations. Alors, ce ne sont pas des spéculations qu'il formule comme pour dire que ça pourrait arriver. Non, c'est une stratégie économique assumée, c'est un business plan. Son ambition, c'est clairement de faire de la souveraineté politique une entreprise commerciale. Et selon lui, depuis des temps immémoriaux, c'est sa théorie, il n'existe qu'une seule manière de créer une nouvelle nation, démanteler un pays existant, subdiviser le territoire et le renommer. Donc, c'est ça qui est un peu perturbant dans votre livre, c'est qu'on comprend que tout ça n'est pas le fruit du hasard, que c'est une stratégie très pensée par certains leaders, on pourrait dire peut-être libertariens. Pourquoi est-ce que certains hommes, parce que ce sont des hommes que vous quittez, voudraient faire ça? Et surtout, pourquoi personne ne les en empêche? Eh bien, en général, dans les zones économiques qui sont créées, à partir des années 70 jusqu'aux années 2000, ont été utilisées principalement par des États autoritaires comme la Chine, l'Arabie Saoudite, pour pouvoir ouvrir les robinets du capital pour que ça arrive dans un endroit précis et pas ailleurs. C'est une catégorie de contrôle d'État. Dans un deuxième temps, des gens plutôt occidentaux, des libertariens radicaux, l'Occident, regardaient ce processus et comme Friedman réfléchissent de façon plus expérimentale, savoir comment une partie de cette machinerie économique pourrait être prototypée pour d'autres politiques. Et Peter Thiel est un des fondateurs de PayPal, quelqu'un qui devient très riche, qui investit dans Facebook au départ, et en 2009, comme vous le dites, il a cette vision d'une entreprise, d'une start-up, comme prototype pour une société start-up ou une nation start-up. I want France to be a start-up nation. So the nature, I think, especially of Par exemple, il a choisi la technologie comme un type d'entreprise pour l'accumulation des profits. Parce qu'on n'a pas la même fidélité sur que vous aviez besoin d'avoir dans une classe ouvrière, comme vous avez créé Chrysler ou Ford, d'autres choses. On a besoin d'une grande ville pleine de travailleurs et dont il fallait s'occuper, maintenir vivant pour qu'ils puissent aller à l'usine et fabriquer quelque chose. Mais si vous êtes dans le domaine de PayPal, Facebook, il y a un fantasme que le génie de l'entrepreneuriat, c'est d'écrire simplement un peu de logiciel, lui donner une forme, et c'est un projet des génies individuels qui peuvent ensuite, en théorie,
être déplacés partout. Et les gens y arriveront, monteront sur ce wagon de logiciels, créeront et deviendront eux-mêmes le produit. Donc il y a cette mentalité. On commence à imaginer, mais pourquoi est-ce qu'on est à San Francisco? Pourquoi on ne pourrait pas être au milieu de l'océan? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être au milieu des îles Caraïbes? Si on va au milieu de l'océan, on échappe à l'imposition, on échappe aux lois du travail, on échappe à toutes les réglementations qui existent, et même si les choses vont très bien aux États-Unis, pour eux, bien, le gouvernement montre déjà la route vers ces nouvelles inventions, et ils veulent véritablement encore plus, ils veulent un portail avec toutes ces applications. Dans le livre, vous décrivez même qu'ils veulent créer des îles flottantes qui seraient des nouvelles sociétés, tellement loin des frontières que ce serait justement dans ces zones où il n'y aurait pas de règles, mais c'est dire où leur ego, parce que je crois que c'est de ça quand même dont on parle, et presque une forme de, je vais pas dire de folie, mais de démesure, les amène en fait dans leur pensée. C'est-à-dire que ils pensent qu'ils peuvent vivre totalement indépendamment du reste du monde. Une chose qu'on peut imaginer, et ce que mon livre raconte, c'est la radicalisation des libertariens et de la pensée néolibérale dans une seule famille. J'ai décrit Friedman à Hong Kong dans les années 70, il imagine encore qu'il y a besoin d'un gouvernement pour protéger les lois, exercer les contrats, etc. Son fils, David Friedman, devient plus radical. Il croit qu'on peut créer un ordre de marché sans aucun État. Il est absolument passionné de l'ère médiévale. Il passe 2 mois par an en été pour aller à la campagne et faire semblant d'être au XIIe siècle, de se déguiser en prêtre berbère, musulman du Moyen-Âge. Ben ça, c'est déjà assez radical. Et quant à son fils, Patrick Friedman, est budgété par Peter Thiel, avec l'espoir qu'ils pourront utiliser des plateformes mondiales qui pourraient fonctionner de façon indépendante des territoires. C'est une extension du fantasme de la frontière américaine, de ce fantasme super viril, super masculin, qui efface tous les besoins de reproduction sociale. Donc, c'est une version extrême. Ils ont proposé récemment cette île Hayek pour des petits berceaux sur un pilier au milieu de l'océan. Et dans ce berceau, vous pourriez vivre. Mais qui est-ce qui va apporter la nourriture? Qui est-ce qui va apporter de l'eau potable? C'est un fantasme de déconnexion totale. Et c'est ce que l'Internet a rendu possible. Ça a mené à cette vision, la facilité de transformer les gouvernements. Et on peut le voir aujourd'hui avec quelqu'un comme Elon Musk, qui essaye de traiter le gouvernement comme une start-up. Dans ce que vous décrivez, ce qui me frappe, c'est que ces hommes qui ont vraiment des fantasmes en fait d'un monde où ils sont complètement isolés, où ils font absolument ce qu'ils veulent, font et pensent comme si les travailleurs n'existaient pas, comme si la technologie se construisait toute seule, comme s'il n'y avait pas des personnes pour faire marcher les serveurs, pour faire marcher les algorithmes, pour faire marcher tout ce qui demande en réalité de la main-d'œuvre et de l'énergie. Quelles sont les conséquences sociales de cette vision du monde, notamment au sein des zones que vous décrivez? Qu'est-ce qu'il se passe pour les personnes qui ne détiennent pas en fait le pouvoir économique? C'est la raison pour laquelle j'ai un chapitre sur Singapour et Dubaï. Ce sont des lieux qui sont le plus proches de leur version d'un prototype idéal pour une société start-up de l'avenir. Eh bien, regardez comment les travailleurs sont traités là-bas. La moitié des résidents de Singapour et Dubaï ne sont pas des citoyens. Ils n'ont pas de droits
les droits des citoyens, ils sont traités de façon très mauvaise, ils peuvent être exilés à n'importe quel moment. Singapour et Dubaï sont des gens du sud-est asiatique ou de l'est asiatique. Leurs maisons sont des dortoirs, ils sont séparés de la population locale, ils sont souvent très mal payés ou très peu payés ou pas payés du tout. La start-up société tente à effacer les nécessités du travail selon ses propres fantasmes. Et c'est ce qu'ils décrivent, par exemple, en ligne. Mais sur place, il y a vraiment une masse qui n'a aucun pouvoir, qui sont la main-d'œuvre nécessaire pour la fondation de ce qui se produit. Un bon modèle comme un croiseur. Vous savez, vous signez un contrat, vous montez sur le croiseur, et puis à ce moment-là, vous avez certains délices de consommation que vous n'avez pas d'ordinaire. Mais en fait, en dessous du pont, vous avez effectivement ce navire de croisière qui le font fonctionner, qui le font avancer, et ces gens-là n'ont absolument aucun droit. Et c'est exactement le type de société qu'ils essayent de faire, de créer. Ce qui est assez effrayant dans votre livre, encore une fois, moi, ce qui me glace le sang, c'est ce côté coordonné, c'est le fait que ce soit à ce point théorisé, à ce point pensé, par des hommes qui, de toute évidence, ont un problème avec la démesure et ont une conception de la société très, très inégalitaire, avec une forme d'esclavage moderne que vous venez de décrire. Comment se fait-il que le futur de beaucoup de pays, si ce n'est même du monde, au stade où on en est, repose entre les mains de ces quelques personnes. Et je pense que là, on le voit avec l'élection de Donald Trump, avec la place qu'a pris Elon Musk, que vous n'aviez pas prévu dans votre livre au moment où vous l'écrivez. Comment se fait-il que personne ne les arrête et qu'au contraire, autant de gens collaborent pour leur permettre d'imposer cette structure économique-là du monde ? C'est exactement pourquoi c'était un problème de ne pas reconnaître ce à quoi on fait face, en pensant que c'était simplement une répétition du 19e siècle. Je ne pense pas que le modèle de Trump, c'est le 19e siècle. Il n'a pas de vision d'une classe ouvrière travaillant et formée en armée, en grands groupes, avec des meetings vers... Non, son modèle, c'est Dubaï de 2025. Et pourquoi est-ce que Dubaï fonctionne bien? Eh bien, de l'immobilier spéculatif, des événements sportifs de prestige, montrant un endroit qui soit totalement séparé des démocraties de masse et qui soit véritablement disponible pour tout ce qu'on veut. Ce que l'on voit aujourd'hui, avec l'arrivée de la Silicon Valley, de cette élite de la Silicon Valley à Washington comme les hommes de main de Trump, si c'est du nationalisme, c'est un nationalisme extrêmement bizarre. Le projet de déshabiller le gouvernement fédéral de la façon dont Elon Musk a déshabillé Twitter lorsqu'il est arrivé à San Francisco, eh bien, il n'y aura qu'un seul résultat, c'est la fin du pouvoir du gouvernement central. C'est une façon bizarre de créer un nationalisme en démantelant son propre pouvoir. Et pourtant, je pense que si vous comprenez ça à travers le prisme de la zone spéciale, c'est qu'en enlevant la couche supérieure du gouvernement, vous faites descendre le gouvernement. On crée les conditions pour une sécession intérieure et une fragmentation où il y aura plus de gouvernements privés, même dans les petits États, dans les communautés fermées, qui aura la sécurité en main, plus dans le modèle de l'Afrique du Sud, là où Elon Musk a grandi. C'est ce modèle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un chapitre sur les Bantoustans et l'apartheid en Afrique du Sud. Parce que ça, c'est le modèle hautement inégalitaire, racialisé, privé, petit gouvernement, qui, à mon sens, soit la fusion de Silicon Valley, de l'argent et du pouvoir de Washington. En fait, c'est de mettre en avant quand même une contradiction que là vous venez de mentionner, c'est que tous les gouvernements d'extrême droite à travers le monde disent « nous, on défend notre nation ». En France, on dit « on défend notre patrie ». Vous, ce que vous dites, si j'ai bien compris dans le livre, c'est que cette extrême droite
défend l'État, mais pas la démocratie. Et elle dit qu'elle veut affaiblir l'État et au contraire rendre la nation forte, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle rend l'État fort dans la mesure où il est au service de leur entreprise et de leur vision du monde, mais qu'il veut surtout dépasser complètement la démocratie. Yeah, I mean, I think that there is something. Oui, il y a quelque chose A genuine response qui est une réaction à la mondialisation des années 90 et des années 2000 que l'extrême droite, à laquelle elle réagit, et la population aussi, le désir pour plus de contrôle, d'autonomie, de protection, un retour à plus de bien-être, à des emplois mieux payés. Ce sont des vrais désirs que la gauche aurait dû prendre en main. Mais là où on peut voir un différent récit, c'est que dans les années 90 et jusqu'au 2000, ce n'est pas simplement la mondialisation qui rendait tout plus intégré, c'était aussi l'ère des grands craquements, des zones où aussi ces inégalités se produisaient. 2016, c'était vraiment une mondialisation douce vers une mondialisation beaucoup plus fragmentée. C'était l'expression de la colère d'un côté, contre cette dislocation, avec ces accords multilatéraux de commerce. Et puis voilà, c'était plus en faveur des travailleurs. Et la droite a réussi à tromper les gens. Aux États-Unis, on a un bon exemple où ce désir de protection sociale a été transformé en colère contre les immigrants et la construction de frontières beaucoup plus solides, ce projet sadique de déportation des immigrants illégaux. Mais c'est un projet qui serait contrôlé par la Silicon Valley. Peter Thiel, il parle de ce monde aux 1000 nations, aux 2000 nations, où en fait on n'aurait plus les États, les 200 États à peu près, tels qu'on les connaît. Est-ce qu'on est en train de basculer dans ce monde-là? Et à quoi ça ressemble un monde où il n'y a plus de pays tels qu'on les connaît? Peter Thiel commence en 2009 en imaginant ce monde de milliers de petites polities. Ce moment, en 2009, a été produit par, d'un côté, le nouveau sentiment d'hubris pour les fondateurs de la Silicon Valley. Le gouvernement des États-Unis disait à la Silicon Valley, vous êtes l'avenir, vous avez des solutions pour tout. Les impôts sont morts, l'argent est mort, l'éducation nationale est morte, tout ça. Mais c'était aussi un moment où la souveraineté était secouée. Les anciennes frontières n'étaient plus sûres. Peut-être que des gouvernements forts pourraient transformer la géographie des régions. Regardez, Israël transforme la région d'une manière qui lui plaît. Et c'était un moment où il y avait un grand flux. Et le livre se conclut avec Peter Thiel, 7 ans plus tard, qui parle devant la Convention républicaine. Donc ce qui s'est produit, c'est probablement quelqu'un comme Thiel l'a dit. Il est plus facile, plutôt que de créer mon propre État, de prendre un État existant. Et maintenant, on est dans une situation où le projet de zone, qui comprend les États-Unis en tant qu'État entier, et l'État a été divisé en petits rôles. Thiel, aux mains de Thiel et ses camarades, les systèmes d'armement, les investissements dans l'IA, l'investissement dans des autos qui se conduisent elles-mêmes, les techniques de surveillance qu'il utilise avec la société Palantir. C'est pas un État qui s'évanouit, mais c'est un État qui passe de l'extension à une forme plus intensive. Et ça descend vraiment au niveau individuel présentement. Mais il y a un point où les conséquences sociales de ce mode de structure économique vont finir par être extrêmes, où l'immense majorité des gens vont pâtir de ce système. Est-ce que, selon vous, il peut encore y avoir une forme de prise de conscience collective du caractère un peu vain de cette dynamique, ou est-ce qu'au contraire, c'est trop tard? Est-ce qu'on a trop été influencé par cette idée de l'individualisme, cette idée que nous aussi, on pourrait un peu profiter de ce système? Parce que
la manière dont ils ont gagné la bataille culturelle, ces très grands entrepreneurs, notamment de la Silicon Valley, c'est en faisant croire à chacun et chacune que nous étions maîtres de notre destin et que nous pourrions chacun être cette personne qui est au sommet et qui domine les autres. Est-ce qu'on peut encore lutter contre cette dynamique ou est-ce que, selon vous, c'est déjà trop tard ? Les États-Unis sont un endroit bizarre parce qu'en termes de nationalisme, les États-Unis ont toujours considéré le nationalisme comme un projet de petits self-made men. Donc ce mythe du Far West où vous allez, vous prenez un morceau de territoire, vous mettez une barrière et vous le gardez avec un fusil, c'est toujours dans l'esprit américain. Ça ne signifie pas de construire des grands États centralisés comme en France ou en Allemagne. Il s'agit de l'individualisme pur et dur. Aux États-Unis, ce message de nation comme une galaxie de zones, ça parle aux gens. Ils le comprennent comme ça, dû à l'histoire américaine. Mais il y a une autre version du nationalisme aux États-Unis. Plus de monde égalitaire, plus distributif, l'histoire de la Nouvelle Donne, du New Deal. Et il y a encore beaucoup d'énergie dans cette version de l'histoire américaine. Et il n'y a aucune raison pour que, en 2 ans ou en 4 ans d'aujourd'hui, ce ne soit pas le retour d'une alternative de gauche. Bernie Sanders était très proche d'emporter la nomination démocrate, mais il a été repoussé par les forces conservatrices. Donc, aux États-Unis, il y a encore une petite confiance dans le fait que si les gens se reconstruisent au niveau local, font revivre l'histoire du socialisme local, de l'aide communautaire, qu'on puisse créer donc une base sur laquelle les politiques futures pourraient fleurir. En Europe, il est possible que il crée tellement de chaos dans cette alliance entre des personnages imprévisibles comme Musk et de figures politiques comme Trump qu'ils puissent, eux, aller trop loin, en faire trop, et détruire leur propre économie dans ce processus de la rendre plus forte. Et il se peut qu'il y ait une réaction de solidarité contre ce sentiment d'exposition à ce genre d'arbitraire, de règles arbitraires de la Silicon Valley et de Washington. C'est un espoir. Est-ce que ça sera probablement dû à leur propre désordre et aux résultats contre-productifs qu'ils vont créer et que les autres personnes pourront probablement adopter face à cela. Aujourd'hui, finalement, c'est que c'est vraiment le rôle de l'Europe de faire face, de faire front, de s'unir pour s'opposer à cette dérive totale qui nous vient quand même des États-Unis et que c'est un peu le seul espoir que ça puisse aussi avoir un impact mondial et un impact sur les États-Unis, c'est qu'ils se prennent un mur qui serait le mur économique européen. La grande image que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est que peut-être qu'on sort d'une période d'universalisme. Je pense que les États-Unis, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à récemment, disons, s'imaginaient en position de gendarme du monde. Et c'était pas toujours vrai, pas toujours bien. Et ça a mené à beaucoup d'interventions violentes, de pression pour des politiques alternatives, des niveaux extrêmes de complicité avec des dictateurs à travers le monde. Mais ça a produit un monde qui existe actuellement. L'Europe existe sous le parapluie de défense de Washington. Et le monde est sous la règle des États-Unis. Et les États-Unis se détournent de l'universalisme. C'est très perturbant. L'Europe essaie de comprendre ce qu'il faut faire. La Chine aussi essaie de savoir quoi faire. L'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil, vont-ils réagir en créant leur propre version de l'universalisme? Est-ce que la Chine va assumer le rôle de réaliser l'hégémonie mondiale? Je ne pense pas que ça soit dans l'état d'esprit chinois. C'est pas dans leur état d'esprit. Donc peut-être qu'on va aller vers un monde pluraliste où il y aura
des blocs économiques qui n'interagissent pas beaucoup les uns avec les autres et qui opèrent selon leur propre système. Et il y a une démondialisation de fait qui ne brise pas le monde en petits morceaux, mais qui fait qu'aucun pouvoir ne cherche à régner sur les autres. Et ça signifie un monde avec beaucoup d'imprévisions, de désordre, de chaos, avec des violences frontalières et même des désastres de masse. Mais ça, ce sont les douleurs d'enfantement à travers lesquelles on doit passer. Et les États-Unis ne seront plus une puissance hégémonique, mais une puissance régionale. À Blast, on documente au maximum l'état du monde. On essaie de donner les clés aux spectateurs, aux spectatrices pour comprendre les structures économiques à l'œuvre. Le monde que vous nous décrivez, ce monde post-nation, si on n'intervient pas pour que cette dynamique change ou dévie, il est quand même très noir. C'est un monde, vous l'avez mentionné, d'inégalités, de violence, de tensions géopolitiques très très importantes et surtout de pouvoir massivement concentrés entre les mains de quelques hommes qui sont, vous l'avez dit, tout à fait imprévisibles. Dans ces conditions, il est parfois difficile de garder espoir et d'imaginer que l'avenir puisse être un peu reluisant. On rajoutera à ça, bien sûr, la crise écologique, dont plus personne ne semble s'occuper au vu des tensions actuelles. Quelles sont, selon vous, les raisons de garder espoir ? Et deuxième question, que peuvent faire les personnes qui nous regardent ? Parce que c'est contre ça aussi qu'on veut lutter à Blast, c'est ce sentiment d'impuissance et d'angoisse parfois qui peut nous prendre quand on parle de l'actualité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer à notre échelle aussi à ce changement et cette possibilité d'un monde quand même un peu meilleur ? Les événements récents qui ont accéléré toutes ces dynamiques que l'on décrit, c'est la pandémie de 2019, le Covid, et il n'y a pas si longtemps. Maintenant, c'est un petit peu relégué au passé. Il y a eu deux dynamiques très contradictoires au travail. D'un côté, les gens ont montré qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices collectifs et ils ont fait confiance aux autorités, même d'un jour à l'autre, pour transformer leur vie. Donc, partiellement, c'était une volonté de travailler comme un groupe pour des choses qui étaient pour le mieux de tous. Au niveau local, pour moi, j'étais très inspiré par le genre de l'aide mutuelle qui sont apparus, même dans la ville de ma maman. Les gens utilisaient le marché de Facebook, non pas pour vendre des choses les uns aux autres, mais pour donner les choses les uns aux autres. Donc on démarchandisait les échanges. On construisait des potagers dans leur petit jardin. Il y avait un sentiment de volonté de reconstruire. Et d'un côté, c'était pas il y a tellement longtemps, il y avait des dynamiques à l'œuvre de soins collectifs, une volonté de laisser de côté les intérêts individuels, égoïstes, et puis d'un autre côté, c'était un moment où d'autres gens sont devenus, ils ont eu beaucoup plus peur des autorités, et le désir d'apocalypse s'est accéléré. J'en écris dans mon livre. Les gens pensaient que le Covid, c'était la grande rupture, et qu'ils pouvaient créer des communautés privées et que la loi ne s'appliquerait plus là. Donc si on pense aux alternatives extrêmes de ce moment, donc on est dans un moment semblable aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent capitaliser sur le chaos, accélérer la désintégration et trouver leur propre royaume qu'ils peuvent créer de leurs propres mains. Mais il y en a tout autant qui ont un sentiment de désorientation, qui ont un sentiment de colère, de tristesse. Et au niveau local, je pense qu'ils veulent vivre beaucoup plus proches les uns des autres, en paix les uns avec les autres. Il suffit de marcher dans Paris. La ville est vraiment un lieu de grande inspiration. Et il y a toujours eu des moments où il y a eu cette expérience qui était différente d'une nation, différente d'autres économies. On peut les utiliser comme des laboratoires pour des formes alternatives de politique. C'est mon espoir. Et chaque fois que je suis ici, je vois des groupes de gens qui vivent ensemble, même s'ils sont grognons, qui se regardent un peu de travers. Mais bon, il y a de la ville dans cette grande expérience de la vie. Je voudrais vous poser une dernière question sur le titre de votre livre. La traduction en français, c'est le capitalisme de l'apocalypse. Et tout ce que vous décrivez, moi je me demandais si c'était pas
la dynamique inéluctable du capitalisme qui arrive aujourd'hui dans sa forme la plus extrême, dans sa forme la plus puissante, qui est exactement ce que vous décrivez. Est-ce que la solution, c'est pas de sortir complètement de ce capitalisme? Parce que l'exemple que vous venez de me donner des Facebook Marketplace qui sont utilisés pour des visées non marchandes, c'est le contraire, justement, du capitalisme. C'est de penser de manière extrêmement différente. Est-ce que pour vous, c'est ça la solution? Ou est-ce que c'est trop radical comme changement ou trop difficile d'imaginer autre chose? Regardez la tradition du socialisme fabian. Leur vision était on crée des îles de socialisme au sein du capitalisme. Les gens y sont attirés et ça va s'étendre avec le temps. Cette version du gradualisme, c'est l'opposé de ce que la Chine a fait dans les années 70. Au lieu d'utiliser les zones pour introduire des dynamiques de marché et de concurrence, on utilise les zones pour créer des relations des marchandises. Pour moi, ça, c'est encore possible. Mais en ce qui concerne le titre, j'aime bien parce que c'est choquant. Mais je pense que le problème en utilisant des langues plutôt des mots comme apocalypse ou technoféodalisme, signifie qu'il y aurait une cassure absolue, que ce qu'on a appris jusqu'à présent n'est plus applicable, n'est plus utile du tout, et que maintenant, on zappe vers le Moyen-Âge ou un autre monde. Mais en tant qu'historien, je pense qu'il faut faire attention à cette vision de rupture absolue, parce que si on le fait, on oublie toutes les leçons du passé récent et du passé plus ancien. Il faut maintenir ces futurs alternatifs vivants comme des ressources et pour que ça puisse nous donner des leçons pour le présent et non pas agir comme si soudainement on a été envoyé dans une réalité totalement différente. Peut-être que c'est la réalité qui va arriver si on ne fait rien. Ça peut. Dans la théologie catholique chrétienne, l'Apocalypse, c'est le temps de la révélation. Peter Thiel a utilisé ce mot dans le Financial Times. Il a dit « Nous sommes à l'époque de l'Apocalypse ». Ça signifie qu'il faut découvrir tous les secrets qui nous ont été cachés, malheureusement. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que qui a tué John Kennedy? Est-ce que Jeffrey Epstein s'est suicidé, etc. Ou est-ce que c'est les Chinois qui ont diffusé le virus? Donc, même quand ils sont au pouvoir, même quand ils sont au plus haut niveau de l'autorité, ils essayent encore de produire ces divertissements, des choses qui ne sont pas véritablement les sujets du jour, mais ce sont les moteurs du blabla et de la désinformation qui empêchent les gens de voir ce qui se produit réellement. Eh bien, en espérant que les gens, justement, essaient de s'informer sur ce qui est le plus important, sur les dessous de notre économie, sur les structures de pouvoir. C'est ce que vous essayez de faire dans ce livre qui contribue vraiment au débat intellectuel mondial. Le capitalisme de l'apocalypse ou le rêve d'un monde sans démocratie. C'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Queen Slobodian, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Happy to be here. Merci. J'espère que cet entretien vous a plu. Merci à Michel Zlotowski pour cette traduction. Faire de longues interviews sur des sujets aussi vastes que le capitalisme, le tout en langue étrangère, n'est vraiment pas évident. Alors je le répète souvent, l'algorithme de YouTube ne les met pas en avant. Donc si ça vous a plu à vous, il y a un moyen simple et efficace de nous aider, c'est de partager, liker ou commenter cette vidéo. Ça peut vraiment faire toute la différence. Enfin, je vous rappelle que nous sommes un média indépendant. Si on a pu réaliser cette émission, c'est grâce à votre soutien financier. Donc si vous voulez que ça continue, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.